vous souvenez certainement du héros du Grand Bleu, Jacques, l'homme dauphin comme on l'appelait. Le style, le plongeur visionnaire, le premier à avoir crevé le mur des 100 mètres sous l'eau en apnée, c'est-à-dire sans bouteille. Celui qui a en quelque sorte prouvé que l'homme possédait quelque part au fond de ses cellules des capacités de mammifère marin. Ce plongeur, dont les performances restent d'ailleurs mystérieuses pour les médecins. Eh bien, vous savez ce qu'il disait, Jacques Mayol? Il disait « Ce sont les dauphins qui m'ont tout appris ». Et l'une de ses plus belles histoires d'amour, il l'a vécue à la fin des années 50 au Marineland de Miami avec une dauphine du nom de Clown. C'est Clown qui a appris à Jacques Mayol au point de pouvoir rester 5 minutes sous l'eau. Mais qui est donc le dauphin? Cet animal si proche de nous, qui jamais ne nous attaque et qui bien souvent nous porte secours. C'est tout le mystère de la création. Et ce mystère, vous allez le voir dans un instant, ainsi que d'autres bien sûr. Voici en quelques images. Le destin exceptionnel du Padre Pio. Mort en 1968, il a été le premier prêtre stigmatisé de notre temps. Cas unique. Prisonnier durant 9 mois en Afghanistan, sous l'occupation soviétique, le journaliste il a entretenu des un reportage sur un photo étonnant. Claudette Combes et Patrick Lemarié ont en effet adopté une bonne vingtaine d'enfants. L'un d'entre eux est mort dans des conditions tragiques. Et depuis, il se manifeste. C'est un nouvel exemple de communication avec l'autre. Sur la nouvelle année. Que va-t-il se passer en 94? 2 voyantes, une numérologue et un astrologue vous donneront leurs prévisions. Mais tout de suite, la créature la plus extraordinaire, la plus attachante, le dauphin. Depuis 25 millions d'années, l'océan est son univers. Et depuis l'Antiquité, l'homme se passionne pour le plus mystérieux des mammifères, le dauphin. Il nous fascine depuis toujours. Il est devenu pour nous le symbole de la liberté et de la pureté. C'est notre compagnon de rêve, celui qui nous éloigne de la société moderne. Sa vie sous-marine, son comportement et ses prouesses continuent de nous étonner. On le dit intelligent et toujours heureux. Mais alors, comment expliquer que cet animal si joyeux semble parfois vouloir se donner la mort? Serait-il possible que le dauphin soit si semblable à l'homme qu'il puisse décider consciemment de mettre fin à sa vie? Ou ne serait-ce qu'une défaillance biologique? Nul ne le sait vraiment, et les experts sont partagés. Il se suicide par désespoir. Et c'est vrai que dans les Marineland, il y a un nombre incroyable de statistiques là-dessus disant que beaucoup de dauphins se sacrifient parce qu'ils ne supportent pas la captivité. Même si pour les protecteurs des dauphins, la captivité en piscine est inacceptable, il faut admettre que les Marineland créés depuis les années 50 ont fait connaître ces merveilleux animaux et ont peut-être aidé à endiguer leur massacre. Les dauphins nous ont séduits et une série télévisée va célébrer une nouvelle star, Flipper. Durant 7 ans, j'ai vécu 24 heures par jour, 7 jours sur 7 avec les dauphins. Dans la série, on voit une maison où vit la famille. C'était ma maison. J'étais donc très proche d'eux durant des années. On devient très attaché à eux. Cette série, qui raconte l'histoire d'amour et d'amitié entre un dauphin et des hommes, reste cependant un douloureux souvenir pour Rick O'Barry. Car ce qui s'est passé après le tournage a changé sa vie. Le tournage est fini. Les caméras rangées et les costumes renvoyés à Hollywood. Cathy, la dauphine qui jouait le rôle de Flipper, reste au Seaquarium de Miami, seule dans un bassin. Quelques semaines plus tard, son dresseur est rappelé d'urgence. Cathy est déprimée et refuse toute nourriture.
Peut-être Rick pourra-t-il l'aider à reprendre goût à la vie. Il s'est occupé d'elle pendant 7 ans et ne l'a jamais vue ainsi. Je ne l'ai pas reconnue. Elle n'était plus elle-même. Elle était inerte comme un tronc d'arbre. On l'avait isolée des autres. Elle a nagé vers moi. J'ai tendu mes bras et elle a nagé dans mes bras. Elle a pris une respiration. Elle m'a regardé dans les yeux et elle n'a plus jamais respiré. Cathy est morte. Rick n'a pas pu la sauver. S'est-elle vraiment suicidée? Peut-être que le mot suicide est trop fort. Mais comment l'appeler autrement? Quand délibérément ils retiennent leur respiration et mettent fin à leur propre vie. Comment voulez-vous appeler ça? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ils ne se noient pas, ils retiennent délibérément leur respiration. Non, je ne crois pas au suicide. Je crois que le suicide est proprement humain. Je ne suis pas psychologue, mais j'imagine que pour se suicider, il faut pouvoir imaginer un futur. Je ne crois pas que les cétacés soient capables d'imaginer un futur à long terme. Chaque année, on recense de nombreuses morts de cétacés dans des filets dérivants. Accident, mort naturelle ou désespoir, personne ne sait vraiment répondre. On a examiné pourquoi les dauphins mouraient dans les filets, parce que c'était pas toujours évident. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de dauphins, ils ne mouraient pas à cause d'une hémorragie, pas à cause de la noyade, pas à cause d'os cassés, ils mouraient de choc. Et tout se passe comme si chez les dauphins, il y avait un mécanisme qui fait qu'à partir d'une certaine dose de stress, il s'autodétruit, il meurt, il choisit de mourir. Mais il n'y a pas que les dauphins en captivité ou pris dans des filets dérivants qui meurent de façon étrange. Chaque année dans le monde entier, des cétacés en liberté viennent se jeter seuls ou par dizaines sur les plages pour y mourir. Comment expliquer ces échouages? Peut-on encore parler de suicide ou s'agit-il d'un dérèglement de leur système interne? On n'a jamais trouvé une seule bonne hypothèse, il y en a plusieurs. D'abord, les cétacés sont des animaux qui vivent en groupe, ce sont des animaux grégaires et qui sont pilotés par un leader. Lorsque le leader va s'échouer, généralement, l'ensemble de la troupe va s'échouer. Alors pourquoi ce leader s'échoue? On s'est rendu compte notamment qu'il pouvait y avoir des problèmes de parasites à l'intérieur de l'oreille interne, ce qui fait que l'écho du sonar de l'animal est complètement perturbé. Si lui s'échoue, tout le reste du groupe va s'échouer. C'est l'une des causes, j'allais dire, naturelles des échouages. Il y a d'autres causes qui ont été avancées, des dates beaucoup plus récentes. Ce sont des causes liées au magnétisme de la Terre et aux anomalies magnétiques. Mais pour certains spécialistes, il y aurait une autre raison à ces échouages. On s'est rendu compte que la plupart des zones d'échouage, il y avait une espèce de malformation géomagnétique. Et on s'est rendu compte aussi que dans le cerveau du dauphin, dans la tête du dauphin, il y avait de la magnétite, c'est-à-dire de la particule sensible au magnétisme. Et ce qui fait que la migration des dauphins suivait des couloirs géomagnétiques. Et à partir du moment où il y a une malformation géomagnétique à un endroit précis, les dauphins sont complètement perdus. Et c'est la raison pour laquelle
lorsqu'on cherche à déséchouer un dauphin, si on le laisse trop près de la plage, il revient toujours à la côte. Mais si on l'emmène très au large, c'est-à-dire en dehors de ces malformations géomagnétiques, il s'en va. Certains spécialistes, toutefois, ne trouvent pas ces explications suffisantes. Que le leader soit attiré vers la terre et que les autres le suivent simplement comme les moutons de Panurge, je ne dis pas. Possible. Que le leader soit détraqué par quelque chose, possible. Mais là où il y a un point d'interrogation majeur, est-ce qu'il a pris la décision d'en finir avec la vie? Et ça, on n'est pas capable de répondre à cette chose-là. Les dauphins se suicident-ils volontairement? Pour certains experts, il n'y a aucun doute. Ces animaux hors du commun ont une âme, une conscience et une volonté qui leur permet de décider de mettre fin à leur jour. Pour ces spécialistes, cette conscience, cette volonté des dauphins est une évidence. Ils nous le prouvent depuis toujours en venant au secours de l'homme quand il est en danger, quelquefois même au péril de leur vie. Comment expliquer cet amour extraordinaire qu'ils nous portent, ce besoin de nous protéger comme s'ils veillaient sur nous? Des dauphins ont sauvé des vies humaines, partout dans le monde. Les aborigènes en parlent. Si vous regardez dans les archives des journaux, vous verrez certainement que des marins français ont été sauvés par des dauphins quand leur navire chavirait. On ne comprend pas, mais c'est vrai. Depuis l'Antiquité, des hommes ont été sauvés grâce à des dauphins. Les témoignages sont nombreux, que ce soit en Floride, en Australie ou même sur les côtes françaises. Le 22 octobre 1993, 3 plaisanciers ont été sauvés au large de Béniquet en Bretagne grâce à 4 dauphins qui les ont aidés à regagner la côte. On peut dire par exemple que ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous sur la Terre et qu'ils ont acquis une sagesse qui fait qu'ils savent que nous sommes des êtres intelligents et que c'est leur message. Et c'est un message finalement, c'est quoi ce message? C'est le message de la non-violence. Au point qu'à Monkey Maya en Australie, où des dauphins viennent régulièrement rencontrer les touristes, les dauphines qui viennent là depuis longtemps sont arrivées parfois avec des tout petits bébés dans 30 cm d'eau. Donc c'est aucune créature, aucun mammifère ne ferait ça, d'amener dans un endroit aussi vulnérable son petit à un être humain. L'une des preuves de l'intelligence très développée des dauphins est son système élaboré de communication. Malgré de nombreuses recherches, les scientifiques n'ont pas encore percé tous les secrets de ce langage. Des recherches viennent confirmer le fait que les dauphins peuvent se parler d'un bout à l'autre de l'océan. Alors où commence la télépathie et où s'arrête la communication? C'est un animal avec lequel on puisse avoir des relations télépathiques. Moi-même, j'affirme avoir eu des relations télépathiques avec les dauphins. Et il se passe quelque chose de sensationnel. Le dauphin est capable de décerner réellement ce que vous êtes. Si vous êtes malade, si vous êtes agressif, si vous êtes bien, si vous êtes... Il est capable de vous définir. Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire et que, à mon avis, seul cet animal-là est capable de le faire. Cette complicité exceptionnelle avec l'homme se remarque en particulier dans un petit port au sud du Brésil où une colonie de dauphins est en symbiose parfaite avec tous les pêcheurs. Ils pêchent ensemble et la survie du village dépend totalement des dauphins. Chaque pêcheur a son dauphin. Ils ne font plus qu'un. Et tous les jours, les pêcheurs attendent que les dauphins rabattent les poissons. Ils se tiennent prêts. Un simple signal, la proie approche. Ils jettent leur filet. Le mystère, c'est la raison pour laquelle, par exemple dans le sud du Brésil, ces dauphins viennent aider les pêcheurs. Parce que moi, ils m'ont prouvé à X reprises
que les dauphins sont parfaitement capables de capturer eux-mêmes, en groupe, des bancs de poissons. Alors pourquoi viennent-ils délibérément aider les pêcheurs qui ont absolument besoin d'eux? C'est-à-dire que sans les dauphins, ces pêcheurs-là ne peuvent rien capturer. Ils ont absolument besoin de ces dauphins qui, eux, pourraient eux-mêmes capturer leurs propres poissons sans aucun problème. Alors pourquoi? De par le monde, des dauphins en liberté élisent des endroits privilégiés et y choisissent des amis. Ils s'y attachent et y reviennent chaque jour. C'est le cas de la dauphine Yotsa, qui vient par tous les temps jouer avec les enfants. Elle n'est jamais agressive et déploie des trésors de patience et d'ingéniosité pour les amuser. Les dauphins ont des relations, notamment les dauphines, ont des relations privilégiées avec les enfants parce qu'elles ont un instinct maternel extrêmement développé. Et à partir de là, c'est évident que à chaque fois qu'un dauphin, un jeune enfant se met à l'eau, la dauphine vient systématiquement vers elle plutôt que vers les adultes. Ça, c'est une chose que j'ai observée dans le monde entier. Les dauphins semblent être attirés par les hommes. Même ceux qui vivent en liberté dans les océans nous donnent sans cesse des preuves d'attachement. Joueurs, affectueux, fidèles, ils multiplient les cabrioles dès qu'ils sentent notre présence. Ils veillent sur nous comme ils veillent sur leurs petits. L'homme est-il digne de cet amour inconditionnel et merveilleux que lui porte le dauphin? Dans la Grèce antique, il était divinisé au point que ses assassins étaient punis de mort. Ce cétacé était si différent des autres animaux et si proche de l'homme que pour les Grecs, il était évident que les dauphins avaient une âme. Animal légendaire, il reste pour nous l'un des mystères les plus séduisants de la création. Depuis l'Antiquité grecque, on n'a pas beaucoup progressé sur cette question. Faut-il que les dauphins aient une âme, ou appelons cela une conscience, peut-être? Sinon, comment expliquer effectivement leur comportement? Alors, j'ai avec moi François-Xavier Pelletier, que vous reconnaissez, vous l'avez vu dans le film. François-Xavier Pelletier est ethnologue, fou de dauphins, journaliste, reporter, explorateur, plongeur, etc. Anne Collet, elle, est biologiste et étudie alors en biologie, en scientifique, les cétacés, notamment le dauphin. Puis Patrice Van Hersel, qui vient de commettre un nouveau livre après La Source Noire, qui s'appelle Le Cinquième Rêve, qui est un livre merveilleux d'ailleurs, sur les dauphins. Bon, on va pas répondre ce soir à la question de savoir s'ils ont une âme, une conscience, appelons ça comme on veut. Mais avec votre expérience, François-Xavier Pelletier, et vous, avec les investigations que vous avez menées, Patrice Hersel, des histoires de comportements étranges du dauphin vis-à-vis de l'homme, vous en connaissez plein, vous avez été témoin d'histoires de ce genre. Non seulement j'étais témoin, mais c'est presque une expérience, enfin, c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée avec une vieille copine qui a disparu malheureusement maintenant, qui s'appelait Jean-Louis, la dauphine, et qui était en Bretagne, qui était une dauphine ambassadrice. Et une fois j'étais pris, c'est du côté de l'île de Sein, donc il y a des courants très violents, il y a des courants de 6 nœuds parfois, juste dans le chenal. Et là j'ai mouillé mon pneumatique à un endroit, et j'étais pris par des courants très violents, et entraîné très loin du pneumatique. Et c'était des courants de surface, et la seule solution pour moi de retourner au pneumatique, c'était de plonger au fond, il y avait une vingtaine de mètres, et d'essayer de rejoindre le pneumatique par le fond. Mais j'avais aucune boussole, j'étais complètement désorienté, très peu de visibilité. Et c'est étonnant, à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à Jean-Louis. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fout? Et à ce moment-là, Jean-Louis est arrivé. C'est une vieille relation. C'est une très vieille relation. Et à ce moment-là, elle est arrivée alors que je l'avais pas vue de la matinée, elle était partie très très loin chasser. Et à ce moment-là, elle est venue vers moi, et elle a tourné autour de moi. Et à ce moment-là, en moi-même, je lui ai dit, mais c'est pas ça que je veux. Est-ce que tu pourrais me montrer la direction du pneumatique? Et à ce moment-là, franchement, d'une façon incroyable, elle a fait un va-et-vient permanent de moi au pneumatique sans arrêt jusqu'à ce que j'atteigne le pneumatique. Et c'est franchement elle qui, à ce moment-là, m'a sauvé, je dis pas d'une mort certaine, mais j'aurais pu être entraîné extrêmement loin. C'est à ça que vous faites allusion quand vous parlez de communication télépathique, alors? Aussi, oui. Ouais. Mais c'est aussi, disons, effectivement, Jean-Louis qui, là, en particulier, m'a sauvé la vie. Ouais. Très certainement. Bon, Anne Collet, on peut pas ne pas rêver. Ils sont tellement attachants, les dauphins. Mais je vais vous demander de reprendre votre casquette de scientifique, peut-être pure et dure. Est-ce que l'on peut, compte tenu de l'extraordinaire sophistication de l'appareil neurologique, cérébral et de communication du dauphin, est-ce que ça suffit à votre avis pour parler d'une intelligence?
parler d'une intelligence, certes, le dauphin est un mammifère évolué, je vais employer des termes qui sont très plats. C'est ça qui est terrible avec le scientifique, c'est que on est obligé de décarcasser un petit peu les choses, de parler toujours de façon très cartésienne, et quand le scientifique a compris quelque chose, il n'y a plus aucune place ni au romantisme, ni à l'imagination, ni à l'interprétation. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, le dauphin est un mammifère hautement évolué, et que par conséquent, il a un cerveau très complexe, et surtout, il a une organisation sociale qui sous-entend des possibilités extraordinaires de communication, d'évolution, et c'est donc un animal qui nous épate quotidiennement. Et dans la mesure où les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer pourquoi, comment le dauphin fait ceci, fait cela, effectivement, on peut imaginer et rêver de façon merveilleuse. Oui, mais c'est pas pour ça, selon vous, qu'il faut céder à ce que l'on appelle d'un nom peut-être un peu savant l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de voir dans le comportement du dauphin quelque chose qui ressemble au comportement de l'homme. Voilà, c'est la seule chose qui me dérange, c'est quand on assimile tous les comportements des dauphins à ceux de l'homme. J'aime pas entendre parler de suicide de dauphin. Pour moi, effectivement, voilà. J'allais vous questionner là-dessus. Le suicide est le propre de l'homme. Les échouages en masse, ça c'est quelque chose que l'on commence à comprendre d'un point de vue scientifique. Des problèmes de magnétisme, certainement la clé est là. Il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas. Si les animaux reviennent à la côte, c'est d'une part, comme l'a dit François-Xavier, parce que le magnétisme du lieu est perturbé. Ouais. D'autre part, parce qu'on a tendance à reprendre un animal isolés, en général les plus petits, vous avez vu, sont des dauphins assez volumineux, et de le remettre à la côte. Mais un jeune, si vous le mettez au loin, là je vais faire de l'anthropomorphisme et comparer à l'homme parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Si vous prenez un jeune enfant et que vous le sortez d'une foule parce que c'est la panique, le jeune enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir dans la foule, dans les jupons de sa maman. Donc, même si sa maman ne va pas où il faut aller pour se sauver. Même si sa maman est prisonnière de je ne sais trop quoi. Donc c'est une réaction tout à fait animale. Alors par contre, dans des bassins, ça je suis d'accord, effectivement, il y a des dauphins qui délibérément se jettent contre les parois. Voilà, ça c'est extrêmement poignant, et c'est sûr que dans ces cas-là, j'aime pas le mot de suicide, mais on ne sait vraiment pas quel autre mot employer. Comme ça, c'est extrêmement fréquent dans tous les marinelands du monde entier. Enfin, moi, j'ai vraiment visité un nombre incroyable de marinelands dans le monde entier. Ils ont tous leur histoire, ou leurs histoires même, de dauphins qui sont échoués, notamment qui se fracassent la tête contre la paroi de la piscine. Donc je veux dire, qu'est-ce que c'est que sinon un suicide et la volonté de se donner la mort? Ou alors qu'ils refusent complètement de manger, alors qu'ils auraient la possibilité de manger. On essaye de les gaver, ils refusent totalement de manger. On veut dire, qu'est-ce que c'est que sinon du suicide? Patrice, vous n'êtes ni scientifique, ni plongeur. Ça vous suggère quoi, ce problème du suicide du dauphin? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est... Parce que l'histoire du suicide me laisse perplexe, j'en sais rien. Qu'il ait une âme, dans un sens, oui, puisqu'il est vivant. Il a une anima, sinon il ne serait pas animé. Je pense qu'un arbre a une âme également. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce dont parle Hugo Verlhomme à un moment donné dans le film, à savoir son pacifisme. C'est tout de même l'animal. Si vous prenez les grands cétacés, par exemple l'orque, on pourrait dire qu'il est au bout de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'il règne sur les 2/3 de la planète. Les 2/3 de la planète sont recouverts d'océans, et l'orque règne. C'est un animal terrible, on retrouve dans son estomac des morceaux de dauphin, des morceaux d'orque, des morceaux... C'est un tigre, gros comme plusieurs éléphants, éventuellement. Or, il ne touche pas l'homme. Il n'attaque pas l'homme. Même le dauphin flipper, le Tursiops, le bottlenose, comme disent les Anglais, quand vous vous retrouvez dans un bassin avec lui, mais il vous met KO en 1 seconde. Il n'a aucun problème. Or, les hommes viennent, s'approchent d'eux. Même pour les massacrer. Pour les massacrer, comme par exemple à Iki Island, enfin un peu partout dans le monde, on les a tués. Et ils ne se défendent pas. Il ne se défend pas. Il ne fait rien pour... Il y a donc là un mystère, ça c'est le mystère le plus grand pour moi. Pourquoi est-ce que... Alors on pourrait dire il est complètement bête, il est grégaire, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vrai, parce que dans d'autres circonstances, on voit qu'il est très intelligent. Non, les animaux peuvent se défendre. Et il y a eu des cas, notamment en Marineland, où des orques ont essayé de tuer, et il y a même eu un mort il y a quelques années, le dresseur qui vraiment insistait trop en exigeait tant. Oui, mais imaginez un tigre. Imaginez un tigre dans ce contexte-là. Mais un animal, quand il est face à un danger, il a 2 solutions. Soit il attaque, imaginez des troupeaux de tigres, gros comme des éléphants, qui se laisseraient massacrer. Bien sûr, contrairement à la légende, un tigre n'attaque que pour manger. Est-ce qu'il y a le cas d'un dauphin? Des de tigres se laissant tranquillement égorger au canif. Non, mais un dauphin n'est pas stupide, je veux dire. Il n'est pas stupide. Pour quelle raison s'attaquerait-il à un homme? Il ne mange pas à l'homme. Mais par contre, moi j'ai pu voir de mes propres yeux des dauphins se défendent très sauvagement, notamment un dauphin par exemple contre un véliplanchiste qui est un peu trop entreprenant,
il a carrément cassé en deux la planche à voile. C'est volontaire, c'est délibéré. Comme l'orque qui peut détruire un bateau, un voilier. Ou des coups de queue où il est mort. Bon, j'ai découvert une dauphine ambassadrice en plein cœur de l'Amazone. On lui donnait du poisson comme ça, elle venait à la plage recevoir son poisson. Si jamais on attendait un peu trop avant de lui donner les poissons, elle nous mordait. C'était une réaction systématique d'agression pour montrer qu'elle n'était pas contente. Patrice, un mot, Oui. parce que c'est tellement beau ce mythe. Le 5e rêve. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, le 5e rêve. C'est-à-dire que les scientifiques éclairent de manière admirable des tas d'aspects du labyrinthe, mais finalement, ce qui m'a donné une réponse à la question métaphysique que je me posais, c'était un mythe, c'était une légende. Et c'est quoi? Qui dit au début, il n'y avait rien à rêver la lumière, c'est le premier rêve. Puis la lumière... Mais allons au 5e tout de suite. La lumière a rêvé le cristal a rêvé l'arbre a rêvé la baleine, le dauphin, et nous sommes le rêve du dauphin. L'homme est le rêve du dauphin, c'est merveilleux. Bien, bonsoir Patrice Van Hersel, Anne Collet, François-Xavier Pelletier, et merci. Que va-t-il donc se passer en cette nouvelle année et jusqu'à la fin de l'année 94? Pour essayer de le savoir, je me retourne vers Juliette de la Forêt. Vous n'êtes pas voyante très exactement. Non, je suis Chanel, c'est-à-dire Chanel, c'est un mot moderne en fait. Un canal, quoi. Voilà, exactement. Un intermédiaire. J'ai toujours été intermédiaire depuis ma plus jeune enfance. Alors je comprends très bien que vous soyez un canal en direction des téléspectateurs, mais qui est-ce qu'il y a de l'autre côté? L'au-delà, les maîtres spirituels. Bon, alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour 94, Juliette? Au niveau de la France, de graves conflits se présentent. À vous aussi? Oui, très très graves. Alors, tout d'abord, au niveau de la sécurité sociale, le trou va s'agrandir d'une manière énorme. Le remboursement des prestations se fera très difficilement, allant même jusqu'à ne pas rembourser certains actes chirurgicaux. Je vois très bien les agriculteurs manifester violemment. Je vois du sang devant une préfecture. Est-ce que c'est le sang des agriculteurs qui se battent ou celle d'un ministre ou d'un député qui vient pour les calmer? En tout cas, il y a du sang. Cela implique certainement un remaniement ministériel très important. De nouvelles personnes entrent au gouvernement. Et puis je vois un homme jeune. Un nouveau venu? Oui, un nouveau venu, un homme jeune, ou un homme presque jeune, qui va tout renverser. En bien, j'espère. Je le pense en tout cas. Par contre, la France, à la fin de l'année, quand même, se remontera. Mais difficilement, mais arrivera à se remonter. Après une période de tension, donc, après grâce une période peut-être à ce nouveau venu dont vous parliez. Tout à fait. Ce monsieur, je l'attends depuis longtemps d'ailleurs. Qui c'est? Je peux pas le dire, hein, ça. Non. Qui c'est? J'aimerais bien le dire, mais je peux pas. Par contre, il y a un carnet rose qui est génial. Allons-y. Sur des célébrités. Je me suis penchée un peu avec tendresse vers Patrick Bruel, parce qu'en fait, la dernière fois, il m'a porté bonheur. Ouais. Et je le vois en 94, vraiment très, très amoureux. C'est ce qui lui manque d'ailleurs. Je pense que ça a déjà dû commencer, mais pour le moment, c'est une idylle qui est certainement secrète. Mais il va être très heureux pour toute l'année. Et je le vois par contre faire signer pour un feuilleton télévisé. Je me suis penchée aussi sur Vanessa Paradis, parce que je la trouve adorable, très mignonne aussi. Et elle, c'est pareil. Elle va faire un film cette année aux États-Unis. Et elle va concrétiser un amour qui lui tient à cœur depuis fort longtemps. Mariage? C'est fort possible, oui. Vous nous avez dit plein de choses et naturellement, on va vérifier. Et on se Mais reverra dans le j'espère, courant de l'année. Bah, écoutez, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. J'espère que ça va être pareil Et maintenant. l'émission? Vous voyez quelque chose pour Mystère? Oui, bien sûr. Mystère, ça va être fabuleux. Moi, bien sûr. Je dois dire quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Vous m'excusez? Merci d'applaudir. Je vous remercie, mais je dois dire quelque chose d'autre qui, j'espère, sera retenu.
vous tous dans le public et téléspectateurs qui allez chez les voyantes, astrologues, en fait toute la corporation. C'est vrai que parfois, certaines personnes vous annoncent des choses bien, c'est fabuleux, mais vous annoncent aussi des choses très mauvaises. Hein. C'est pas possible que ça puisse arriver, mais enfin, il faut penser que vous avez toujours votre libre arbitre pour diriger votre vie, ne jamais se laisser diriger, parce que c'est vrai que la rivière coule, mais vous pouvez très bien remonter le courant à contresens. Un destin n'est jamais défini à l'avance, tout à fait. C'est votre propre volonté qui définissez le destin. Ça, c'est moi qui suis médium qui vous le dis et c'est vrai. Eh bien, merci de cette leçon d'optimisme, Juliette de la Forêt, et très certainement de nouveaux rendez-vous avec vous au cours de cette année 94. Bonsoir. Merci, au revoir. C'est un cas unique dans l'histoire de l'Église. 25 ans après sa mort, il est plus vivant que jamais. Premier prêtre stigmatisé de notre époque, Francesco Forgione, notre contemporain, il est mort en 1968, a connu un destin exceptionnel, déconcertant, déroutant, même pour l'Église, qui ne le compte toujours pas au nombre de ses saints. Il s'agit du célèbre Padre Pio. Voici son histoire. Pour les centaines de milliers de personnes qui ont rencontré cet homme, il n'y a aucun doute, c'est un saint. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, a vécu un destin exceptionnel. Ce fut le premier prêtre stigmatisé de notre temps qui, pendant 50 ans, eut les mêmes blessures que le Christ sur la croix. Il fut également, selon lui, torturé toute sa vie par le démon. Son existence fut une succession de phénomènes extraordinaires qui dérangent aujourd'hui encore les scientifiques et les religieux. On ne peut rien contredire de ce qui s'est passé dans sa vie. Ni les stigmates, ni les témoignages de bilocation, ni certains miracles, ni les persécutions et tout dont il a été victime. Donc, à mon avis, une contradiction est très difficile. Dès l'enfance, Padre Pio ressentit de violentes attaques qu'il interpréta très vite comme étant des attaques du démon. Comme il était très pieux, il voulut très jeune entrer dans les ordres. Nous sommes en septembre 1916, et cela fait 13 ans que Padre Pio fait partie de l'ordre religieux des Capucins. Mais ce soir-là, au réfectoire, sa place est vide. Padre Pio n'est pas descendu dîner avec les autres moines. Ils sont loin de se douter que Padre Pio est encore une fois aux prises avec celui qu'il appelle Satan. Les moines sont stupéfaits. D'où proviennent ces violentes déflagrations? Frère Anastasio se précipite le premier. Il se doute que Padre Pio est en train de subir de nouveau les attaques forcenées de monstres invisibles. Frère Anastasio est le moine le plus proche de Padre Pio et le considère comme son frère. Il connaît la violence de ses attaques et craint pour sa vie. Mais quand il entre dans la cellule, il trouve Padre Pio seul et terrorisé. Qui a pu provoquer de si violentes explosions? Padre Pio leur dit que le diable l'attaque pour ébranler sa foi. Ces combats qui le poursuivent depuis son enfance sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Quelle guerre Satan me fait. Combien de larmes, combien de soupirs j'adresse au ciel pour être délivré. Mais le démon continue. Le démon m'a jeté à bas de mon lit, me frappant très fort, jetant les livres, les chaises, en émettant des cris du diable. Jusqu'à 6 heures du matin. Le démon n'a pas cessé de me frapper. J'ai cru que c'était la dernière nuit de mon existence. Nous trouvions quelquefois Padre Pio par terre, comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol.
Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées et son visage était couvert de sang. Mais un autre fait extraordinaire va marquer la vie de Padre Pio. C'est le matin du 20 septembre 1918, dans le silence de la prière, que Padre Pio va vivre pour la première fois ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Il va revivre la passion du Christ. Dans de terribles souffrances, il va voir apparaître sur son corps les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Du sang va s'écouler de ses pieds et de ses mains transpercées, ainsi que de la plaie ouverte sur le flanc gauche. Il revivra cette douleur intense tous les jours jusqu'à sa mort, et les plaies qui transpercent son corps ne cicatriseront jamais et continueront de saigner pendant 50 années. Francesco! Dès le lendemain de l'apparition des plaies sur le corps de Padre Pio, le père supérieur du monastère décide de faire prendre une photo. Car dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois qu'un prêtre reçoit les stigmates du Christ. Ce jour-là, Padre Pio sait qu'il sera désormais victime de la curiosité du monde. La nouvelle se répand dans tout le pays. Hommes, femmes, enfants veulent voir le prêtre stigmatisé. Pour Padre Pio, devoir s'exposer ainsi est un supplice. Un jour, profitant de l'amitié dont il m'honorait, je lui dis « Père, pourquoi ne me montrez-vous pas vos plaies, vos stigmates ?» Et Padre Pio me dit « Toi aussi tu me mortifies. » Et il éclata en sanglots. Chaque soir, dans la solitude de sa cellule, Padre Pio pense ses blessures divines. Il n'utilise aucun médicament, aucun désinfectant. Et pourtant, les plaies ne s'infectent pas. Je suis un des rares à avoir vu la plaie sur la poitrine de Padre Pio. C'est une espèce de dessin comme ça, en forme de croix. Une croix un peu de travers, quoi. C'est à la même époque que le Padre Pio va faire l'expérience d'un autre phénomène extraordinaire, la bilocation. Le moine se trouvera dans deux endroits différents au même moment. De nombreux témoins affirment l'avoir vu près d'eux alors qu'il se trouvait à des kilomètres, dans un monastère. L'un des témoignages les plus troublants a lieu en 1918, alors que l'armée italienne vient d'essuyer une terrible défaite. De sa cellule, Padre Pio ressent le désespoir de l'un des officiers, le général Cadorna. Il perçoit un danger. Son intense prière le transporte jusqu'à lui. Les soldats en faction ne se doutent de rien. Le général a décidé de mettre fin à sa vie et c'est à ce moment même qu'il dit avoir vu devant lui un moine. Non, général, ne fais pas cette bêtise. Cette apparition a arrêté le geste terrible que s'apprêtait à commettre l'officier. Il sait qu'il n'a pas rêvé, mais les soldats n'ont vu personne entrer dans la tente. Le général Cadorna ne pourra pas oublier ce moine. Il ne peut s'expliquer ni comment il est entré, ni comment il est sorti de sa tente. C'est avec stupéfaction que quelques temps plus tard, le général découvre dans un article l'existence de Padre Pio. Il croit reconnaître le moine qui l'a sauvé. Pour en avoir le cœur net, il se rend au monastère. Il veut être sûr que c'est bien Padre Pio qui est venu à son secours ce soir de désespoir. Tenez, justement, le voilà. Le général reconnaîtra son sauveur, car Padre Pio refera exactement le même geste en le voyant. Ce jour-là, on peut dire que le Seigneur lui avait envoyé un messager pour, en quelque sorte, empêcher le terrible geste qu'il s'apprêtait à faire. Ce suicide aurait affligé toute l'Italie, pour qui le général était un héros.
La renommée grandissante de Padre Pio commence à gêner le Vatican, qui délègue des médecins pour examiner ces plaies mystérieuses. Le Padre Pio sera soumis pendant 5 ans à toutes sortes d'analyses et d'examens médicaux. Le rapport final des médecins conclura que les lésions corporelles de Padre Pio ne sont pas le résultat d'un déséquilibre mental et qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une supercherie. Les lésions n'ont pas changé d'aspect pendant 5 ans. Elles ne s'infectent pas et le sang qui s'en écoule est pur et parfumé, ce qui est inexplicable. Les médecins disaient, cet homme, avec toutes ses souffrances, il ne mange pas. Avec ses plaies, cette blessure au cœur, il ne meurt pas. Il disait, mais qui est cet homme? Mon père, vous ne croyez pas que c'est en pensant autant au Christ que vous avez vous-même provoqué ces stigmates? C'est possible. Essayez donc de penser à un bœuf. Peut-être vous poussera-t-il des cornes. En dépit des conclusions médicales, le 16 mai 1923, le Vatican prononcera une condamnation formelle et publique interdisant à Padre Pio tout contact avec les fidèles. Pendant 10 ans, le prêtre ne pourra ni célébrer la messe, ni recevoir de confession. Il restera isolé dans sa cellule. Son seul réconfort sera la prière. Pourtant, les fidèles continuent de venir au monastère, espérant l'apercevoir. Enfin, le 14 juillet 1933, le Saint-Office lève son interdiction et le Padre Pio a de nouveau l'autorisation de célébrer la messe. Des milliers de fidèles attendent aux portes de l'église. Je l'ai vu sortir du confessionnal pendant qu'il y avait l'élévation à la messe. Les gens ne se sont pas arrêtés pour l'élévation, ils couraient après. Il fallait un garde de corps devant et derrière pour pas que les bonnes femmes viennent dessus. Parce qu'on lui coupait aussi bien le cordon un morceau de cordon. Incroyable. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui allaient par curiosité. D'autres pour le merveilleux. Pour la spiritualité, je ne sais pas, parce que ça dérange la vie. Hein. Si on veut suivre le Père Pio, c'est pas toujours tout rose. Ça dérange énormément. Et alors, il y en a beaucoup qui se gênaient. Voilà ce que c'est le Père Pio. Les prodiges de Padre Pio ne s'arrêtent pas là. Certains affirment qu'il accomplit des miracles et du monde entier, des fidèles viennent chaque jour réclamer des grâces au Padre Pio. Les témoignages de guérison sont nombreux, comme pour la petite Gemma, qui était aveugle de naissance. Mon père, ma petite fille est aveugle. Je vous en supplie, je vous en conjure. Aujourd'hui, Gemma n'a pas de pupille, mais elle voit très bien. Tout au moins, elle voit à 80%, ce qui lui permet de vivre normalement. Et si aujourd'hui on regarde les yeux de Gemma, on voit que ce sont les yeux d'un aveugle. Des sceptiques affirment que les phénomènes extraordinaires qui entouraient Padre Pio étaient provoqués par une forme d'hystérie. Si quelqu'un manifeste un visage très mobile, qui manifeste l'étonnement ou la joie ou la douleur parce qu'il ressent ou parce qu'il voit ou croit voir quelque chose, si on dit qu'il est hystérique, tout le monde est hystérique. Moi, j'ai assisté à ces messes et je peux vous dire que c'était d'une très grande dignité, que c'était très impressionnant parce que c'était quelque chose de vécu de l'intérieur. Mais je ne crois pas qu'on puisse du tout dire que c'est de l'hystérie, ça certainement pas. Lily Favre a été aux côtés du Padre Pio pendant 13 ans. À la dernière messe qu'il a célébrée, elle a été témoin de la disparition totale des stigmates. La dernière messe, la main droite n'avait plus rien. Et la main gauche, j'ai vu à peine un petit peu de rose. C'était fini, il n'y avait plus rien, de Jacques. Et quand il est mort, le père Jacques a pris des photos et il n'y avait plus aucune trace de cicatrice, plus rien du tout. Ainsi,
De façon inexplicable, peu avant sa mort, les blessures que portait Padre Pio depuis 50 ans ont complètement disparu de son corps. Padre Pio s'est éteint le 22 septembre 1968. Il a bouleversé la vie de milliers de croyants et de non-croyants, et la multitude de témoignages qui en attestent gêne les esprits les plus rationnels. La vie entière de Padre Pio reste un prodige dont la science ne peut expliquer le mystère. Et pour évoquer ce destin tout à fait prodigieux au sens strict du terme, j'ai à mes côtés Enrico Malatesta, journaliste italien, l'auteur du livre qui fait référence sur le Padre Pio, étant entendu que Enrico Malatesta a réuni une somme impressionnante de documents inédits. C'est grâce à lui aussi, je le remercie, que vous avez pu voir dans ce film des documents filmés de l'époque. Albert Memmi est sociologue, écrivain, philosophe. Il est là parce qu'il vient de publier un livre tout à fait décapant. Il pourchasse toutes sortes d'aliénations spirituelles et culturelles. Il aura son mot à dire sur Padre Pio et sur ces phénomènes en général. Et puis au milieu, vous le reconnaissez, c'est Joachim Boufflet qui s'est attelé à une tâche immense. C'est la rédaction d'une encyclopédie sur les phénomènes extraordinaires de la vie mystique. Les téléspectateurs de Mystère le connaissent. Il était avec nous notamment pour évoquer le destin d'Yvonne-Aimée de Malétroit. Joachim Boufflet, vous dites dans le film que vous avez assisté à une messe du Padre Pio, mais oui, vous l'avez rencontré aussi. Oui, tout à fait. Ça a changé votre vie? C'est un peu indiscret comme question d'abord. Je l'ai rencontré exactement un mois avant sa mort, puisque je l'ai vu le 24 août 68 et qu'il est décédé le 23 septembre. Quand on rencontre des personnes comme ça, que ça change une vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça marque profondément. Et vous pouvez nous en dire plus? J'ai eu l'impression de toucher du doigt quelque chose d'ineffable, que je n'ai pratiquement jamais reconnu, revu après. Enrico Malatesta, on vous traduit mes questions. Le miracle de Gemma, semble absolument incroyable. Cette petite fille n'avait donc pas de pupille. Et le Padre Pio, s'il faut croire ce que l'on vient de voir, lui a pas rendu la vue, lui a donné la vue. Vous, Gemma, vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée. Et j'ai pu voir ses yeux également, ses yeux qui sont des yeux typiques d'un aveugle. Quelqu'un qui n'a pas le don de la vue. Ce sont des yeux qui tremblent, qui montrent que tout est sombre. Et Gemma se promène en ville et voit comme tout le monde. C'est une histoire merveilleuse. Et c'est un prodige incroyable. Des médecins ont examiné Gemma, j'imagine. Vous les avez rencontrés, vous avez vu les certificats médicaux. Il est vraiment avéré qu'elle n'avait pas de pupille. Oui, Gemma n'a pas l'organe qui lui permettrait de voir. Malgré tout cela, elle voit quand même. C'est ça la grandeur du miracle. Elle a des yeux qui ne sont pas normaux, mais elle voit. Albert Memmi, vous avez l'air d'écouter tout cela d'un air un peu dubitatif. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'appelle « À contre-courant ». Vous ne parlez pas du Padre Pio dans ce livre, mais vous parlez de tout ce que vous appelez les aliénations en tout genre, spirituelles, culturelles, les religions de remplacement, ce prêt-à-porter pseudo-spirituel qui nous envahit. Vous n'êtes d'ailleurs pas tendre avec les médias. Je vous remercie d'être à Mystère ce soir. Bon, pour vous, le Padre Pio ne renvoie à rien de surnaturel? Le micro. Pardon. Oui. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. Comme ça, je peux plaider aussi pour ma paroisse, si l'on peut dire, qui est laïque et rationaliste. Bon, vous voyez que je mets les cartes sur table. Et comme je suis un vieux professeur, je crois qu'il faut distinguer entre le constat des faits et leur interprétation. Le constat des faits, d'abord, pour qu'il y ait constat réellement, c'est-à-dire pour que le constat passe à une vérité, il faut quand même un certain nombre de conditions.
Ces conditions sont que ce soit vérifiable par l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience doit être renouvelée autant de fois qu'il le faut. Il faut également que ces expériences renouvelées dans les mêmes conditions à peu près soient vérifiées par des experts, des gens qui ne sont pas suspects. Mais vous, votre opinion personnelle, vous ne doutez quand même pas des stigmates du Padre Pio? Non, je ne doute pas des stigmates. C'est une dermatose, enfin, tout à fait classique en médecine, mais je ne veux pas mettre en doute le phénomène lui-même. Je dis simplement que rien, dans tout ce que j'ai entendu, ni ici, ni ailleurs, ne permet de passer. C'est ce qu'a fait le film. C'est ce que font la plupart des gens. C'est ce que font les livres de ces messieurs. Ne permet de passer de ces faits à de la théologie. Non, moi, je regrette d'abord, je veux dire tout de suite que toutes les expériences scientifiques telles que vous les définissez avec leurs conditions d'objectivité, de répétitivité, etc., ont été entreprises, ça y a aucun doute là-dessus, par des hommes de sciences compétents. La deuxième chose, je serais curieux de savoir s'il existe beaucoup de dermatoses perforantes aux pieds et aux mains qui durent 50 ans sans changer d'aspect et enseignant tous les jours. La troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il appartient peut-être également au sujet lui-même, en l'occurrence Padre Pio, de donner le sens qu'il croit percevoir à son expérience. Ça, vous ne pouvez pas le lui enlever. Or, Padre Pio est prêtre, il se situe sur le plan religieux et il estime que ses plaies viennent du religieux. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Non mais, moi, personnellement, je suis un écrivain et un observateur objectif. Vous me dites que Padre Pio, lui, croit que sa dermatose ou son hystérie, parce que ce sont de jolies scènes d'hystérie à laquelle nous avons assisté tout à l'heure, quand même. Qu'est-ce que c'est l'hystérie? On va y venir si vous voulez. Si ça vous amuse, je vais vous donner quelques descriptions plus précises. Alors, quand même, Pio, lui, peut croire tout ce qu'il veut. Mais si nous voulons transmettre un message, et je pense, je suis un vieux pédagogue, je suis professeur d'université, si nous voulons transmettre un message sérieux aux jeunes gens, il faut quand même que nous ayons un accord objectif. Qu'il croit, lui, qu'il a atteint dans ses manifestations Dieu ou Jésus-Christ, ou enfin, c'est son affaire, et les chrétiens, je ne le suis pas. Mais pourquoi, au nom de quoi, moi, et comment me convaincre, moi, comment convaincre les gens sérieusement, et de dire que c'est l'intervention de Jésus-Christ? Comment faites-vous le passage? Enrico, oui. Je voudrais parler moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Moi aussi, je suis un journaliste rationaliste, rationnel. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne suis pas allé alors à la recherche d'une prose lyrique ou encore à la recherche d'une passion religieuse. Moi, je revendique ma qualification de journaliste laïque, moi aussi, qui s'est mis à enquêter sur cette histoire. Moi, j'ai lu plus de 300 livres là-dessus. J'ai étudié des documents scientifiques. Le cas Padre Pio est appuyé par des documents scientifiques, par des rapports faits par des médecins. Il y a toute une bibliothèque entière qui parle de ces choses. On ne peut pas répondre à cela et rétorquer avec des avis personnels. Albert Memmi, ça n'est pas ce soir que nous vous mettrons d'accord avec Joachim Boufflet et Enrico Malatesta. Messieurs, je vous remercie. On pourrait en parler un temps fou. Merci Albert Memmi, merci Joachim Boufflet. Et Enrico Malatesta, encore merci pour le concours précieux que vous avez apporté à Mystère. Bonsoir. Grazie. Qu'est-ce qui va donc se passer en 1994, cette année qui vient de commencer? Pour nous le dire maintenant, non pas une voyante, mais une numérologue, Eliane Spar. Alors 94, pour la numérologue, c'est quoi? Alors c'est une année universelle 5. Ça veut dire quoi une année 5? Eh bien une année 5, c'est une année de mouvement, c'est une année de communication. Ah, mais d'où vous sortez le 5, je veux dire? Alors le 5, vous sortez tout simplement le 1, plus 9, plus 9, plus 4. Ah, la totalité fait 5. Ah bon, d'accord. D'accord. Bon, alors année 5, et ça veut dire quoi alors une année 5? C'est une bonne année ou? L'année 5 est une bonne année et en même temps une année difficile si vous n'avez pas évacué, je dirais, les problèmes des 4 années précédentes. C'est des choses qui peuvent se produire. Et oui, et même souvent. Donc maintenant, si les gens voudraient calculer leur propre année, ils calculent simplement donc l'année 5, plus le jour de naissance, le mois de naissance. Si la totalité fait par exemple 10, eh bien c'est année personnelle 1. Ce qui est votre cas. Alors oui, 21, 11. 21, 11, ça fait 32. 32 plus 5, 37. Oui. Et 7 et 3, 10. Oui. Donc ça vous fait une année personnelle 1.
C'est-à-dire? Ce qui veut dire que c'est une année qui est vous êtes en train de... Je recommence un cycle, quoi. Vous recommencez un cycle et vous êtes en train de vous remettre en question sur pas mal de choses. Décidément, à chaque émission de Mystère, il se trouve quelqu'un pour me dire ça. Bon, alors maintenant, j'espère que les téléspectateurs ont pris leur mois et leur jour de naissance, sont livrés des petits calculs. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui est en année 2, 3, 4 et ainsi de suite, puisque le cycle est de 9 ans. Et de 9 ans. Alors je vais vous raconter en 2 secondes. L'année personnelle 1, si vous avez envie de démarrer une affaire, si vous avez envie de faire des choses nouvelles, de vous marier éventuellement ou de faire un enfant, allez-y, c'est le moment. En année 2, alors c'est également une année d'union, de collaboration. Si vous voulez monter une société, super, allez-y. Soyez quand même prudent au niveau de l'argent, ça c'est très important. Je dirais qu'en année 3, là, allez-y, doucement, mollo, surtout, parce on a envie de dépenser. C'est aussi une période un peu angoissante. On ne sait pas très bien où on veut aller. On a envie de faire des changements, mais on ne sait pas comment. C'est pas le moment non plus de changer de travail. C'est plutôt le moment de continuer ce qu'on a fait en année 1 et 2. En année 4, alors l'année 4, il faut être très strict. Je dirais qu'il faut être méticuleux dans tout ce que l'on fait. À ce moment-là, on y arrive formidablement bien. Ça peut être une année fantastique parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent rapidement. En année 5, alors l'année 5 est une année légère, sympa, je dirais un peu feu follet, on a envie de faire plein de choses, on a envie de faire plein de rencontres. Il était temps parce que jusqu'à présent, plus on avançait, pire c'était. Non, mais là pas, c'est bon. La 6 L'année 6, l'année 6 est une année d'union, est une année de bonheur, est une année où, attention, si en revanche, vous avez des problèmes avec votre conjoint, vous risquez d'avoir une année un petit peu dure. Attention à ça. L'année 7, je dirais que l'année 7 est une année d'analyse. On a envie de remettre les choses en place. On a envie de comprendre pourquoi, du comment des choses. Et puis peut-être de faire une rétrospective des 7 années précédentes, des 6 années précédentes, en revanche. En année 8, alors là, super. Là, vous avez de l'argent qui peut rentrer. Mais si vous avez une affaire et vous l'avez mal gérée, attention à la faillite. Ça peut être une année. L'année 9, l'année 9 est une année de terminaison, est une année, je dirais également, vous allez devoir faire le ménage, vous allez prendre un nouveau chemin, ou peut-être envie... Concrétiseront dans l'année 1, quoi. Absolument. Bon, alors, cette année 5 en France, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors, cette année 5 en France se réserve beaucoup de choses. D'abord, beaucoup de mouvements, ça c'est sûr. Beaucoup de polémiques, par exemple, au niveau politique. Il y aura une scission qui se fera à partir de septembre. Et oui, ça va être très très mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Au sein de la majorité. Oui. Fracture. Il y aura une fracture qui va se faire. Ensuite, ce que je peux dire également, c'est qu'il y aura aussi certaines affaires qui vont ressortir de nouveau. Encore. Des vieux scandales? Des vieux scandales pour changer, toujours, et encore. Ensuite, vous aurez, au niveau du plan social, à peu près entre le milieu de l'année, il y aura de nouveau beaucoup de mouvements, et je pense que là, beaucoup de personnes vont descendre dans les rues, mais surtout, de nouveau, et encore, l'administration. Est-ce qu'il y a un événement que vous voyez vraiment dans vos chiffres? Oui, cette année en France, il y a une invention qui va se faire. Et oui, une découverte, donc au niveau des maladies. Il y a au niveau du cancer, il y aura une nouvelle découverte et au niveau du sida en fin d'année. 94, des progrès dans la lutte contre le sida? Complètement. Je dirais même un progrès énorme. Et même au niveau du cancer, il y a pas mal de cancers qui ne sont pas encore soignés et qui vont... Vous vous rendez compte des risques que vous prenez en annonçant d'aussi bonnes nouvelles, face que vous soyez entendu? L'année 5 est une année de découverte. Hein. Ah bon. Merci beaucoup, Elia. Merci. Bien, Mystère continue. On se retrouve dans quelques instants après la page de publicité. À tout de suite. On peut dire de lui qu'il a vraiment la tête sur les épaules. Il est journaliste et, comme beaucoup d'autres confrères, il a été fait prisonnier en Afghanistan durant 9 mois à la fin des années 80. Pour certains, cette épreuve, c'est la fin de tout. Mais pour d'autres, comme Alain Guillot, c'est plutôt une renaissance. En effet, paradoxalement, la prison l'a en quelque sorte libéré. Voici l'histoire d'Alain Guillot. Depuis 8 ans, l'Afghanistan est sous occupation soviétique. Nous sommes en 1987. La guerre fait rage. Malgré les dangers, le journaliste photographe Alain Guillot est revenu pour la 14e fois faire un reportage. Les risques sont énormes. Sa tête est mise à prix comme celle de tous les membres de la presse.
Le 28 août, il est arrêté par les services secrets et incarcéré à la prison de Kaboul. Il y restera 9 mois. Cette incarcération va bouleverser la vie d'Alain Guillot. Il en écrira un livre, car dans sa cellule de Kaboul, il affirme avoir reçu une aide mystérieuse. Des voix sont venues à son secours et l'ont aidé à transformer un cauchemar en apprentissage. Ces voix, ce sont celles de ses guides spirituels, qui pendant ces 9 mois de prison vont l'aider par-delà la souffrance à pénétrer dans un univers de spiritualité dont il ne soupçonnait pas l'existence. Accusé d'espionnage, Alain Guillot sera interrogé pendant 4 mois, car les services secrets veulent lui faire signer des aveux. Le journaliste a brusquement été plongé dans l'horreur. Alain Guillot ne comprend que quelques mots d'afghan. Il est perdu. Il découvre avec angoisse sa première cellule. On ne l'a pas laissé appeler l'ambassade. Il n'a pas d'avocat. Il est totalement seul et désemparé. Et il est persuadé qu'on va l'exécuter. Tout est gris, sombre, triste et humide. Et en entrant là-dedans, je sens une odeur que je ne connaissais pas. J'appelle ça une odeur. En réalité, j'ai l'impression que ce que j'ai senti en pénétrant dans cet établissement, c'est la détresse des gens qui étaient enfermés là. Il devait y en avoir peut-être 300 ou 400, tassés dans des petites cellules, interrogés tous les jours, battus, torturés. Les premiers interrogatoires sont un véritable calvaire. Pendant des heures, on va l'interroger. Mais il ne pourra se défendre, car il ne comprendra pas ce qu'on lui dira. Au bout de quelque temps, Alain Guillot est conduit dans une nouvelle cellule. Il doit la partager avec Mohammad, un prisonnier afghan. Salam. Salam. Français ici? Je parle français aussi. Alain est étonné et méfiant. Cet Afghan qui parle français n'est-il pas là pour l'espionner? On était méfiants l'un de l'autre. Il m'a dit qu'il est français. Moi, j'étais choqué, parce que pour moi, c'était une surprise de trouver un Français dans ma cellule, surtout que j'étais soupçonné d'avoir des relations avec les Occidentaux. Je me suis dit, c'est certainement un garçon qui est envoyé par les services de renseignement de façon à pouvoir ensuite faire un rapport sur les conversations qu'on pourrait tenir. Alors pour le mettre à l'aise, je lui ai dit, on va te demander de faire un rapport. Alors tu peux raconter absolument tout ce qui se passe dans la cellule, à condition que tu ne parles que de ce qui se passe dans la cellule, que tu ne cherches pas à inventer. Et à partir de ce moment-là, Mohamed et moi, nous avons été les meilleurs amis du monde. Les interrogatoires continuent. Alain Guillot n'a toujours pas d'avocat, mais on lui a donné un traducteur. Un jour, il va être soumis à un test inattendu. Qui est-ce? Alain Guillot. Je m'en fais un service maintenant? Oui. Narmatis. C'est quoi cette terre? Il était un petit navire avec Ch'ti Kouchak. L'un d'entre eux, pour être sûr que j'étais français, a commencé par siffler « Il était un petit navire », en me demandant « Qu'est-ce que c'est comme chanson, vous la connaissez ?» Heureusement, je la connaissais. Il m'a aussi demandé si j'avais entendu parler de l'escadrille Normandie-Yémen. J'avais entendu parler, donc j'étais bien français. Une équipe d'interrogateurs se sont relayés pour essayer de
me faire avouer que j'étais un grand criminel, que j'étais un trafiquant d'armes, que j'étais bien entendu un espion. Et c'est là que je suis resté enfermé complètement au secret pendant 4 mois, le temps que les interrogateurs se fassent une petite idée sur qui j'étais, ce que je venais faire en Afghanistan. Alain est désemparé. De jour en jour, ses espoirs s'amenuisent. Il n'a aucune nouvelle de l'extérieur. Il est complètement isolé. Je me suis dit, voyons, c'est quand même invraisemblable d'être dans cette cellule ici et de ne pas pouvoir rentrer en contact avec le monde extérieur. Et puis, une idée saugrenue, farfelue est arrivée, mais et la transmission de pensée? La transmission de pensée, j'en avais entendu parler, je l'ai entendu comme tout le monde. Je n'avais jamais rien expérimenté de semblable. Puis rien ne se passait, rien ne se passait. Je me suis dit, oui, bien entendu, tous ces phénomènes, c'est bidon, ça ne marche jamais, ce n'est pas la peine. Et au bout du 4e ou du 5e jour, alors que j'avais laissé tomber, j'étais donc assis par terre, je me suis aperçu que mon index dessinait des lettres. Et l'index écrivait « Qui es-tu » Là, je ne me suis pas senti très bien. Cet index qui marche, alors que consciemment, je ne lui donne pas l'ordre de bouger, c'est quand même assez bizarre. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou? Malgré tout, c'est intéressant cette question, parce que je me suis dit, tiens, mais c'est de l'écriture automatique, et j'avais entendu aussi parler, comme tout le monde, de l'écriture automatique, mais ça doit être ça, l'écriture automatique. Et tout un dialogue commence à s'installer. Alain ignore que cet étrange phénomène va prendre une dimension hors du commun. Alain, je suis là. Alain, qui es-tu? Alain, je suis là. Alain, je suis là. Alain, je suis là. Et très vite, lorsque mon doigt se déplaçait, j'ai commencé à entendre une voix intérieure qui parlait en même temps que le doigt traçait le texte, écrivait. Puis très vite, j'ai plus eu besoin de mon doigt puisque j'avais directement le contact avec les voix intérieures. Et c'est là que les phénomènes ont commencé à se déclencher. Mon père est mort. Ma mère est morte. Alain a décidé de ne donner aucune information sur sa famille ou ses amis. Ce serait trop dangereux. Il ne veut pas compromettre ses proches. J'ai une vieille tante, mais je ne sais plus, je ne la vois plus. Même à son compagnon de cellule, Alain n'a rien révélé de sa vraie vie, ni de cette voix étrange qui lui parle depuis quelque temps. Alain, réveille-toi. Mohamed. Mohamed. C'est toi qui m'appelles? Non. Je te réveillé par la voix d'une femme. Dans ma rêve, je me trouvais en France avec plusieurs personnes que je ne connaissais pas du tout, dans une maison de campagne. Alors il y avait plusieurs personnages autour de moi. Mohamed raconte son rêve. Alain est stupéfait. Et dans ce rêve, il a réussi à me décrire au moins une dizaine de personnages qui étaient très proches de moi et qui étaient morts, alors que je ne lui en avais jamais parlé. Et là, je me suis mis brusquement à prier très profondément, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, parce que j'ai commencé à comprendre qu'autour de moi, il y avait peut-être des parents, des ancêtres. Ces voix qu'Alain entend viendraient-elles de l'au-delà? Les phénomènes se sont amplifiés.
j'ai visité des univers merveilleux. J'étais plongé dans un monde où j'avais l'impression de faire partie d'une immense intelligence, d'une intelligence qui me dépassait totalement et dont je faisais partie. Et alors que j'étais en plein état d'éveil, allongé sur ma couchette, j'étais emmené dans des voyages où l'on sent que rien ne peut vous arriver, où l'on sent qu'on est entouré d'affection. On ne voit rien d'autre que de la lumière. Et là, pendant 4 ou 5 jours, j'ai pu voir tout autour de moi un monde doré, baignant dans une magnifique lumière, y compris les gardiens. À tel point, je me suis dit, mais attention là, est-ce qu'il ne serait pas en train d'essayer de me casser intérieurement en mettant dans l'eau que je bois ou dans la nourriture qu'il me donne à manger, en mettant des produits chimiques? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'arrêter de manger et d'arrêter de boire. Si les phénomènes sont provoqués par des drogues mises dans ces aliments, le jeune aurait dû y mettre fin. Mais au bout de 10 jours d'abstention totale de nourriture, les voix sont toujours là. Et curieusement, Alain n'est même pas affaibli. Cela fait 3 mois qu'Alain a complètement disparu. Jeanne, sa compagne et quelques amis alertent les médias. On signalait qu'il était mort, ce Français, puis qu'il était blessé, puis qu'on avait trouvé un sac bleu marine, et puis ça se précisait de jour en jour. Et finalement, son nom est tombé, Alain Guillot est capturé. C'est environ 15 jours après la nouvelle, quand c'était vraiment tout à fait sûr par des tas de détails, que nous avons décidé de créer tout de suite un comité de soutien et d'intervenir auprès du Quai d'Orsay. Alain ne peut toujours pas avoir de contact avec l'extérieur. Alain, tu ne peux pas parler ainsi avec des êtres vivants. Tu ne peux parler qu'aux morts. Les voix sont de plus en plus présentes. Elles le harcèlent. Sont-elles bien réelles ou Alain est-il en train de devenir fou? Je pus parler avec lui longuement de son expérience en Afghanistan. Et j'ai vu devant moi, j'ai senti, j'ai rencontré un homme qui était sincère, qui avait toutes ses facultés intellectuelles, mentales, et qui était en possession de toutes ses forces. Je n'ai pas eu l'impression d'être devant un cas pathologique, par exemple d'un schizophrène ou de quelqu'un qui porte une autre maladie mentale. Maintenant, les voix ont pris le dessus. Il les entend jour et nuit. Il n'en peut plus. Il veut en finir. Alain s'est jeté de toutes ses forces contre le mur de sa cellule. Malgré la violence des chocs, il n'aura presque rien. Les voix ont cessé. Une seule restera, le protégeant, le conseillant. Le 4 janvier 1988 a lieu le procès. Alain Guillot a enfin un avocat commis d'office, mais il restera muet pendant toute la durée du procès. Le journaliste sera condamné à 10 ans de prison. Les Afghans diffusent les images du procès à la télévision. La nouvelle du verdict consterne la France. Le reporter photographe Alain Guillot, condamné à 10 ans de prison hier à Kaboul, un verdict unanimement décrié par les hommes politiques de tous bords. Les médias se mobilisent. Le comité de soutien pour la libération d'Alain Guillot est reçu par le Quai d'Orsay. Les hommes politiques français font pression sur le gouvernement de Kaboul. 4 mois plus tard, le 28 mai 1988, à 7h du matin, Alain Guillot atterrit à Roissy. Cette détention a duré 9 mois jour pour jour. J'en suis sorti. Je suis heureux de l'avoir vécu. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, a complètement changé mon regard, le regard que je porte sur le monde. Ce qui m'intéressait auparavant ne m'intéresse plus tellement aujourd'hui. Et par contre, tout un univers nouveau d'interrogation, de recherche,
me tient maintenant vraiment très occupé. Que s'est-il vraiment passé dans cette cellule? Alain Guillot a-t-il pu inconsciemment provoquer les voix qu'il entendait pour arriver à survivre? Ou ces voix étaient-elles celles de guides spirituels qui se sont manifestés de l'au-delà pour le protéger? Alain Guillot, ce film, c'est la première fois que vous le voyez, il a l'air de vous avoir un petit peu bouleversé quand même. Je pensais avoir pris le dessus, mais malgré tout, il y a quand même certaines séquences qui sont d'ailleurs bien réalisées, qui se rapprochent tellement près de la vérité que, bon, évidemment, ça m'a un peu surpris. Ces voix, c'était qui? C'était quoi? Ça parlait comme à l'extérieur ou comme à l'intérieur? C'était des voix très claires, très nettes. Des voix qui s'imposaient. C'était un dialogue comme le type de dialogue que nous tenons, sinon que vous êtes à l'extérieur de moi-même, et ces voix étaient à l'intérieur de moi. Alors par quel canot passait-elle? Par quel canot s'exprimait-elle? J'ai pu noter qu'il y avait différents canaux. Certaines, je les percevais comme si ça pénétrait ici, par là. Il y avait une localisation. Une localisation très 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 nette. Cette petite voix, la petite voix à laquelle je fais vraiment très confiance, elle, arrivait derrière. Je crois que c'est la localisation de l'encéphale, ou enfin c'est quelque part derrière. Mais vous êtes trop équilibré, vous avez trop la tête sur les épaules, Alain Guillot, pour ne pas vous être interrogé et vous demander si ce que vous viviez alors n'était pas la conséquence de votre incarcération. Absolument. Si vous n'aviez pas des hallucinations auditives. Ça a été l'un de mes soucis majeurs. J'ai d'ailleurs déclenché cette expérience. Ce n'était pas une grève de la faim, mais arrêter de manger et de boire pour m'assurer qu'il n'y avait pas de médicaments. Et vous en êtes sorti en très bon état, pas du tout affaibli. Mais l'analyse que j'ai faite, j'ai dit il y a deux possibilités. Ou bien je suis légèrement et même peut-être gravement atteint. Quelle importance, en le fond, dans la situation où je suis dans un cul de basse-fosse, ça me permet de m'évader de moi-même. Ça me permet de supporter les conditions d'incarcération. Alors même si je suis complètement cinglé, à la limite, je vais dire merci la folie. C'est si je ne suis pas cinglé, si je ne suis pas fou. Et quelle découverte, quel apprentissage, quelle leçon je suis en train d'apprendre. C'est extraordinaire. Alors, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, je n'avais rien à perdre. C'est fini ces contacts ou ça a continué après? Non, ça a continué. Ça continue encore? Ça continue encore, bien sûr. À volonté ou c'est une irruption? Non, maintenant, ce ne sont plus les voix agressives qui m'avaient conduit en bout de course à essayer de me casser la tête contre les murs. Voilà. Ce sont des voix beaucoup plus discrètes et qui se manifestent le moins possible. À vos côtés, le professeur Ferreri, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine. J'espère que vous ne prendrez pas sa présence en mal. On ne peut pas ne pas demander à un psychiatre d'analyser votre cas. Et puis le spécialiste de ce que l'on appelle la transcommunication, c'est-à-dire la communication avec l'au-delà, le père François Brune, un habitué d'ailleurs de mystère. Il y a quelque chose là, père Brune, qu'on comprend mal. On voit que ce pauvre Alain, dans la première période de son incarcération, est en fait agressé par des voix hostiles. Alors il y aurait donc des entités désagréables, pas sympathiques du tout, dans l'au-delà? Ben, je crois qu'il y a deux choses. D'abord que les circonstances étaient particulièrement difficiles et qu'à ce moment-là, même pour l'aider, il fallait probablement une certaine vigueur. Et puis par ailleurs, il y a le fait que dans l'au-delà, je crois qu'effectivement, il y a un peu de tout, y compris des gens qui sont curieux, qui ont envie de s'amuser avec nous. Et il semble bien que c'était le cas. Ça a même été avoué après, n'est-ce pas, qu'elles n'étaient pas toutes d'accord, qu'elles ne te faisaient pas toutes confiance. Certaines avaient voulu t'éprouver, et puis d'autres étaient peut-être franchement hostiles. Je crois qu'il s'est passé comme un phénomène d'ouverture à l'intérieur de moi-même. Comme certaines voix me disaient, il s'agit d'une manifestation. Une manifestation, alors beaucoup d'entités, appelons-les des entités ou des âmes ou des esprits, je n'en sais rien, ce vocabulaire-là me dépasse un petit peu, sont venus voir ce qui se passait, parce qu'il se passait quelque chose. Certaines se sont dit, peut-être y a-t-il une place à prendre. D'autres se sont un petit peu éloignées pour me permettre de découvrir que l'au-delà, comme dit le père Brune, n'est pas peuplé uniquement de bonne volonté. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que votre voisin de cellule, Mohamed, lui a été réveillé une nuit, croyant que c'était vous qui lui parlez, par une voix lui aussi. Par une voix de femme. Vous êtes toujours en relation avec lui. Oui, Est-ce qu'il a aussi de ces contacts-là? Il rêve, lui. C'est intéressant ça, hein, docteur.
Oui, moi je crois que l'expérience de M. Guillot est irremplaçable, bien sûr, et je pourrais pas faire de commentaires tellement sur son expérience, mais... Vous avez vu ce que dit votre confrère dans le film? Oui, bien sûr, mais je pourrais faire des commentaires sur d'autres sujets, un peu comme M. Guillot, qui ont été emprisonnés. On appelle la psychose carcérale. Et qui ont effectivement ce genre de problème. En fait, quand on est dans une situation d'angoisse massive, qu'on ne connaît pas l'avenir, et souvent l'avenir pour vous est un avenir extrêmement douloureux, voire... fini, de quelque sorte. Hein. Un peu bouché parfois, comme vous dites, hein, un petit peu bouché. C'est sûr qu'à ce moment-là, la montée de l'angoisse, l'absence de repères temporaux-spatial fait que l'imaginaire travaille de plus en plus et qu'on peut entendre dans cette tension d'angoisse massive, cette incapacité à anticiper l'avenir, des phénomènes qui sont des phénomènes qui apparaissent, qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Et cet imaginaire, c'est un peu ce qu'on en fait soi-même, à vrai dire. Vous en avez fait effectivement ce que vous nous avez dit, et je crois que ça vous a beaucoup aidé, parce que l'imaginaire a une fonction, elle crée finalement la vie là, où en définitive allait s'installer la mort quelque part. Donc ça vous a aidé en définitive à vivre. Oui. Mais ceci, je veux dire que certain nombre de patients que j'ai examinés moi-même ou mes collaborateurs, puisqu'à Saint-Antoine, l'hôpital où je travaille, je suis chef de service, on est spécialiste finalement des problèmes d'incarcération, d'attentats et d'enlèvement. Eh bien, ces personnes, une fois qu'ils ont eu ces phénomènes, disons, hallucinatoires, eh bien, finissent en définitive, la plupart, par dire effectivement, j'ai eu une période difficile, maintenant ça va mieux, et ils récupèrent, s'ils voient quelque chose. Oui, mais alors, et eux, ça se termine, tandis qu'Alain Guillot, ça continue. Oui, mais c'est un problème qui mérite d'être discuté, effectivement. Pour vous, il a eu quoi, des hallucinations auditives ou vraiment non, mais je crois qu'il son aventure spirituelle? Moi, si vous voulez, d'un point de vue purement scientifique, ce sont des phénomènes où l'imaginaire prend le dessus, qu'on pourrait appeler les phénomènes, effectivement, hallucinatoires, mais on peut les interpréter autrement selon d'autres théories. Et si un jour, Alain Guillot, vous deviez apprendre, preuve à l'appui, si tant est qu'on puisse le prouver, que tout ça n'était qu'hallucinatoire, ce serait terrible pour vous? Je crois que la vérité a beaucoup de facettes. Ce qui est important, c'est le développement intérieur de chacun. Je crois que cette expérience m'a apporté, sur le plan de ma construction intérieure, quelque chose qui n'a pas de valeur. Si on me démontre que ma construction intérieure s'est faite sur des prémices fausses, quelle importance la science a évolué très souvent sur des prémices fausses. Des navigateurs ont découvert des pays sur la base de cartes qui étaient dessinées sur une terre plate. C'était des prémices fausses. Et pourtant, le monde a progressé. Si je reste très très humble de ce côté-là, j'ai connu effectivement des expériences. Je sais qu'elles ne sont pas transmissibles. Je sais que je ne pourrais pas faire vivre à d'autres. Je pourrais peut-être les diriger parfois, leur expliquer s'il leur arrive quelque chose, que ce n'est peut-être pas trop grave, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas s'affoler. Alors voilà ce que je suis en train de faire maintenant. Et ça, c'est un appel que je vais lancer à tous ceux qui vont regarder cette émission. Je crée actuellement ce que j'appelle un média interactif. C'est une lettre que j'envoie à tous ceux qui veulent bien communiquer avec l'adresse qui va s'indiquer en bas de l'écran. Il s'agit de recherche spirituelle, et cette recherche spirituelle-là doit mettre en contact partout en France, et aussi au Canada, car maintenant des Canadiens s'y intéressent, et aussi en Suisse et en Belgique, dans la communauté francophone, des gens qui sont un petit peu isolés, qui traversent des cas similaires aux miens, ou qui se posent des questions et qui voudraient trouver des correspondants qui pourraient peut-être leur apporter des éléments de réponse. Ok, nous avons compris. Merci beaucoup Alain Guillot d'être venu sur ce plateau. Merci Père Brune, merci professeur. Qu'est-ce que 1994 nous réserve, vous réserve à vous tous? Pour essayer de le savoir, Jean-Yves Espier, il n'est pas voyant, il est astrologue. Alors comment procède-t-on en astrologie pour prédire l'avenir? En astrologie, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Nous partons du principe qu'il existe 10 planètes qui forment un cycle de révolution. Et ce qui est important cette année, c'est que sur les 10 planètes qui sont étudiées, 8 changent de signe, ce qui est énorme, mais ce qui est extrêmement rare. Notamment lorsqu'on a des cycles de révolution qui sont variables en fonction de leur durée, en partant de Pluton qui fait son tour en 250 ans, à Neptune en 165 ans, Uranus en 84 ans, ainsi de suite. Alors concrètement, ça va donner quoi? Concrètement, c'est un petit peu le prémisse d'une réorganisation d'un mode de société, d'un courant de fond, d'un état d'esprit. Il y a profond bouleversement. En ce qui concerne la France, on s'intéresse au thème de la Ve République, qui est intéressant. Il y a un énorme point de culmination sur ce qu'on va mettre en valeur, la politique intérieure, tout ce qui touche au chômage, avec des mesures qui, comme ça se passe en Capricorne, il y a toute une concentration en Capricorne très serrée, très astreignante en fait. On va vers une politique beaucoup plus rigoureuse avec des solutions concrètes.
Cette fois-ci, c'était dans l'air, mais là, on devrait en prendre une dynamique beaucoup plus définie, déterminée et arrêtée. Et je pense qu'on va vers des mentalités qui évoluent alors. Les mentalités évoluent. Je pense que le courant des évolutions de mentalité est en gestation depuis 3-4 ans. On a noté des configurations de Saturne très lourdes qui ont remis en question beaucoup les mentalités, qui ont fait se poser des problèmes plus en profondeur. Au niveau purement événementiel, ça ne vous permet pas, bien sûr, d'annoncer des événements. C'est plutôt des tendances, tout ça. On parlait de Pluton. Pluton est un astre qui trouve son point d'exaltation dans le signe du Scorpion. C'est la destruction, ça. Ça peut être aussi la reconstruction, la création. C'est une phase, c'est un passage. Et ce qui est intéressant à prendre en considération, c'est qu'il est rentré dans son signe de prédilection, donc le Scorpion, en 1983. Et l'analogie, elle va être extrêmement simple. 83, c'est l'année où, dans nos sociétés, on a commencé à parler du sida. Et là, il en sort. Et il en sortira en fin d'année 94. Donc on peut s'attendre concrètement on peut espérer, on va dire. Et je pense que du nouveau dans la lutte contre le sida en 94. Il faut le souhaiter. Je crois que c'est le moment ou jamais où il faut mettre toute son énergie pour trouver des solutions concrètes. Oui. C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Jean Lescaut. Je vous propose maintenant un reportage sur une famille pas comme les autres. Comme Alain Guillot, Claudette Combes a une véritable communication avec l'au-delà. Et cela à la suite d'un drame dont elle a bien failli ne pas se remettre. Regardez. À Saint-Malo vivent Claudette Combes et Patrick Lemarié, des êtres à part. Ce couple d'enseignants réussit à maintenir contre vents et marées l'harmonie dans une famille où plus de 20 enfants légalement adoptés vivent dans la confiance. Les enfants que Claudette et Patrick adoptent sont ceux dont personne ne veut, parce qu'ils sont trop âgés, handicapés ou traumatisés. Lorsque Claudette épouse Patrick en 1969, elle sait qu'elle a rencontré l'homme capable de partager son désir, donner de l'amour à ceux qui en ont besoin. Un an après, ils adoptent Antoine, un enfant métis abandonné. Puis Claudette donne naissance quelques mois plus tard à son fils Aurélien. Et puis, peu à peu, pendant 25 ans, ils ont arraché de la nuit, de la solitude, de la violence, des enfants de tous les horizons. Une belle aventure, évidemment jalonnée d'obstacles de toutes sortes. L'amour ne peut pas tout, l'amour peut beaucoup. Mais un drame frappe le foyer en 1990. La mort tragique d'Abel, un enfant métis né pendant la guerre du Vietnam. Quand Abel est mort, ça a été pour moi un choc terrible, ça a été pour moi une souffrance incommensurable, je dirais une dislocation de l'être, il n'y a pas de mot assez fort, une mutilation. Je n'étais devenue plus qu'un cri, j'étais qu'une bête qui hurle et qui réclame son enfant. C'était terrible, il n'y a pas de mots, c'était le trou noir. J'avais l'impression d'être tombée dans un gouffre, dans un puits, et de ne plus pouvoir en remonter. Je l'appelais, je voulais qu'il revienne, et pour moi, si vous voulez, c'était la fin du monde. Mais peu à peu, Claudette va sortir de sa dépression, précisément grâce à Abel. Car un soir, elle en est sûre, Abel s'est manifesté au-delà de la mort. Une des nuits où j'étais le plus malheureuse, j'écrivais à une amie, il pouvait être 10h30 du soir, seule dans mon bureau. Il y avait une photo d'Abel près de moi. Et soudain, je me suis sentie enveloppée, pénétrée, et j'emploie un mot très fort, mais j'emploie à dessein, agressée par des effluves de mimosa. L'impression d'une gifle embaumée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, quelqu'un a dû mettre du mimosa à mon insu dans la pièce. J'ai regardé, il n'y avait pas de mimosa. Donc je me suis dit, ça peut être qu'Abel. Abel, enfant, adorait la couleur jaune et adorait cette fleur. Cette étrange odeur de mimosa, Claudette n'en parle à personne. Et pourtant, de nombreux témoins affirment qu'en venant chez elle ou en lisant ses livres, ils ont été eux aussi enveloppés soudain par ce parfum persistant et inexplicable. C'est le cas de Liliane Buisson, commerçante à Saint-Malo. Quand je me suis retrouvée moi-même dans cette situation, je me demandais si je rêvais pas, si c'était vraiment l'odeur de mimosa. Et puis ça pouvait pas être autre chose, parce que j'ai regardé tout autour, il y avait absolument aucun parfum qui pouvait se confondre à l'odeur de mimosa, quoi. Mais Claudette continue de douter. Elle, la cartésienne, la rationaliste, l'athée, elle se pose des questions. Ces manifestations ne sont-elles pas tout simplement son refus d'accepter la mort de son enfant? Mais il y aura encore d'autres signes.
Le premier signe physique, ça a été des souffles sur les joues, des souffles sur les tempes, des souffles derrière la nuque, et même des cerceaux d'air froid qui entouraient ma tête et qui tournaient à une vitesse vertigineuse, au point parfois, quand j'étais debout, de me déstabiliser. J'avais l'impression que j'allais tomber tellement ces cerceaux d'air froid étaient violents. Je regardais au début, bien sûr, si une fenêtre s'ouvrait brusquement. Ce n'était pas le cas. Ça a vraiment été la première façon de se manifester d'Abel après le mimosa. Puis un soir, j'étais toujours dans mon bureau, j'écrivais, et lorsque brusquement, ma main est partie. J'avais une très grande feuille, et ma main, au lieu d'écrire la lettre, s'est mise à faire un dessin assez informe. À ce moment-là, ce n'était plus moi qui guidais ma main. Le crayon écrivait tout seul. C'était tout à fait l'écriture d'Abel. Comme pour prouver que sa raison ne lui a pas joué des tours, Claudette a conservé tous les messages d'Abel dans un épais cahier. Les messages se multipliaient, alors elle est allée plus loin. Elle a entendu parler de transcommunication. Une femme, Monique Simonet, arriverait même à dialoguer avec les défunts au moyen d'un magnétophone. Claudette lui demande d'essayer de contacter Abel. Elle a bien voulu enregistrer quelques réponses d'Abel. Cette cassette est arrivée quand mon papa et ma maman étaient à la maison, ce qui a été pour moi la merveille, car ça a aussi effrité en eux ce bastion de rationalisme qui était le leur. Abel disait tout simplement qu'il était vivant et qu'il était heureux. Heureux, je suis heureux, disait-il. Il me disait aussi d'être heureuse. Sois heureuse. Il me disait ça à moi qui ne cessais de pleurer. C'est comme s'il m'avait donné une permission, comme s'il m'avait délivré d'une obsession douloureuse. De ce jour-là, je n'ai plus pleuré. De ce jour-là, je me suis donné le droit, puisqu'il me le donnait, d'être encore heureuse et de rire avec mes enfants. Dieu, accordez-nous en lumière et en amour tout le possible de votre infini. Être de lumière, je vous demande d'aider mon enfant Abel à parler dans ce magnétophone et d'éloigner de nous toute interférence fâcheuse. Merci. Puis Claudette a essayé elle-même de contacter Abel. Et depuis 2 ans, presque tous les soirs, elle dialogue avec son fils défunt. Tout d'abord, elle lui adresse une prière. Puis elle fait couler de l'eau, car il semblerait que les voix des défunts s'enregistrent plus facilement sur le magnétophone quand il y a un fond sonore. Claudette pose des questions à son fils et obtient des réponses. Sa détresse s'est alors métamorphosée en une radieuse certitude. La mort n'est pas une fin. Depuis, elle a décidé de témoigner au grand jour. Elle évoque son cheminement dans des livres tout simplement pour que les gens sachent. La mort pour moi aujourd'hui n'est plus qu'un simple passage. Ça a changé ma vie, ça l'a ouverte, ça l'a ensoleillée et ça me permet d'ensoleiller celle des autres et ça c'est formidable. Claudette a aidé de nombreuses personnes à sortir du désespoir après la disparition d'un être cher. Elle donne des conférences dans la France entière, toujours soutenue par son mari. Abel repose désormais dans la propriété de sa famille. La transcommunication existe-t-elle vraiment ? Il semble difficile de mettre en doute la bonne foi de Claudette Combe. Ces enregistrements ont changé sa vie. Mais comment expliquer ces étranges voix ? Certains chercheurs affirment qu'elles sont provoquées inconsciemment par ceux qui les enregistrent, mais d'autres sont persuadés que ces voix viennent vraiment de l'au-delà. De quoi sera faite cette année 94 qui vient de commencer pour essayer de répondre à cette question ? Isabelle Vian est voyante. Alors Isabelle, mettons un peu d'ordre dans votre voyance. On commence peut-être par la France au plan social, économique, politique. Qu'est-ce que vous voyez pour 94 ? Alors pour 94, une année tout de même difficile. On va pas les choses, je ne les vois pas s'arranger facilement. On est tout de même à un grand tournant. Il va se passer vers la période, la plus dure période pour moi, je la vois vers mai, juin, c'est-à-dire un peu mai 68, mais un petit peu plus difficile, avec les gens dans la rue ? Les gens dans la rue, les gens, moi je vois comment dirais-je... Qui dans la rue ? Les chômeurs peut-être ? Les chômeurs, les étudiants, les agriculteurs, tout le monde va se mêler à cette... qui va rester... qui va durer pendant peut-être 3-4 mois. Bon, après... La rentrée, ça s'arrange ? La rentrée va s'arranger. Et pour moi, je vois un scandale provoqué par une femme
politique. Qui va en politique. Un scandale. Un scandale par une femme. Et ce scandale va provoquer un désordre et redonner de l'ordre quelques mois après. Pour moi, ce que je vois, c'est positif après ce scandale. De l'ordre, une forme de justice, une forme de nouvelle mentalité. Alors, sur le plan mentalité, je vois aussi beaucoup plus de solidarité entre les gens. Les jeunes, les gens vont se rapprocher, les gens vont s'aider de plus en plus, ce qui va donner une force spirituelle. Pour moi, je sens que c'est très très positif. Bon, rien d'autre à signaler dans votre voyance? Pas de destin de star dans votre voyance 94? Ah si. Alors par contre, c'est très... Enfin, pour moi, c'est important parce que j'aime bien les belles choses qui font rêver. J'aime bien... Je vois Adjani réussir, devenir une grande reine, apporter énormément au public beaucoup de belles choses après un film, pour moi, qui aura une palme d'or. Donc, Isabelle Adjani aura la palme d'or à Cannes. pour moi, je le vois. Donc je vais peut-être trop loin en disant ça, mais je le vois. Je vois même Adjani faire, si vous voulez, une fondation pour les jeunes enfants, pour les aider, comme une école de musique, pour aider les jeunes. Ça, on prend rendez-vous, hein? Ah mais oui, ça je veux bien, je serai là. On vous attend après le Festival de Cannes, Isabelle Bian. Hein? Ah oui, je veux bien être là. Merci, Isabelle Bian. Merci beaucoup. C'est le moment maintenant de prendre connaissance des nouvelles de l'étrange, c'est-à-dire de consulter le journal de mystère. Et pour ça, bien sûr, on retrouve Marielle Fournier. Bonsoir Marielle, quoi de neuf? Bonsoir à tous. La synchronicité, ça vous rappelle quelque chose peut-être, la synchronicité, surtout si vous êtes de fidèles téléspectateurs de Mystère. La synchronicité, c'est une série de coïncidences tout à fait troublantes, comme il a pu en être question chez deux personnages clés de l'histoire américaine, Abraham Lincoln et JF Kennedy. Alors là, il s'agit encore de synchronicité, de coïncidence, avec même de la prémonition. Car, 14 ans avant le naufrage du Titanic, un auteur anglais avait écrit une nouvelle intitulée Titan, qui racontait l'histoire d'un paquebot qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle du Titanic. Regardez. En 1898, l'écrivain anglais Morgan Robertson publie une nouvelle de science-fiction dans laquelle il invente de toutes pièces un paquebot gigantesque appelé le Titan, qui serait le plus gros paquebot du monde. Dans son livre, le Titan transporte des personnalités riches et célèbres en direction de New York et fait naufrage dans l'Atlantique Nord en percutant un iceberg. Ses canaux de sauvetage étant insuffisants, presque tous ses passagers périssent dans ce drame. Ainsi se termine la nouvelle de Robertson. C'est 14 ans plus tard qu'un événement étonnamment similaire va se produire dans la réalité. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le célèbre Titanic coule exactement dans les mêmes conditions et connaît la même fin tragique. Mais étrangement, au-delà de la ressemblance frappante entre les deux noms des paquebots, il existe beaucoup d'autres similitudes entre la réalité du Titanic et la fiction inventée par Robertson. Le romancier avait imaginé que son Titan avait été construit par une firme anglaise de Liverpool. Et il se trouve que le Titanic a été construit par une firme anglaise de Liverpool. Mais la similitude la plus extraordinaire, c'est que dans la fiction comme dans la réalité, les deux bateaux percutent un iceberg dans l'Atlantique. Robertson situe le naufrage du Titan en avril à minuit. Or, dans la réalité, c'est précisément le 15 avril, peu après minuit, que le Titanic a fait naufrage. Autre phénomène troublant, le Titanic ressemble étrangement aux descriptions que Robertson donne du Titan. La longueur du Titan est de 243 mètres, celle du Titanic 269 mètres. Ils ont tous deux mâts de transmission radiophonique et sont propulsés par 3 hélices. La puissance du Titan est de 40 000 chevaux, celle du Titanic 46 000 chevaux. Le Titan avait 24 canaux de sauvetage, le Titanic en avait 20. Les deux paquebots pouvaient accueillir chacun 3000 passagers. Enfin, lors du drame, il n'y eut dans les deux cas que très peu de survivants. Pour certains, ces étranges similitudes sont de simples coïncidences, mais l'histoire du paquebot imaginaire appelé Titan ressemble tant à celle du véritable Titanic que d'autres pensent qu'il s'agit là d'un phénomène de prémonition. Le naufrage du Titan restera un roman et celui du Titanic un mystère.
Mais qui a bien pu pondre un œuf pareil? Regardez, un œuf géant, fossilisé et pour l'instant non identifié. Il a une contenance d'1,7 litre, date de l'ère tertiaire d'il y a 17 millions d'années. Ce sont des chercheurs français qui l'ont trouvé en Namibie, en Afrique du Sud-Ouest. Alors il est plus gros qu'un œuf d'autruche. L'analyse de sa coquille exclut que ce soit un œuf de tortue. La mère pondeuse serait donc un animal préhistorique, vraisemblablement un oiseau géant. Alors à défaut d'avoir pu tracer son portrait robot, les scientifiques lui ont déjà donné le joli nom de l'oiseau du diamant. La France a ses mystères aussi, alors maintenant je vous propose de partir en Picardie, découvrir une croyance tout à fait charmante. Une chapelle dédiée à Saint-Vaast attire tous les jeunes parents de la région qui viennent prier le saint patron et surtout lui demander qu'il fasse marcher leur petit bébé. Pour remercier le saint et puis pour lui laisser une offrande, on laisse derrière soi un petit chausson de l'enfant, les petits souliers de Saint-Vaast. C'est un reportage que nous vous proposons maintenant. Non loin de l'arbre à loques de Sénarpont en Picardie se trouve une curieuse petite chapelle. Dans le canton de Voisemont, nous avons Saint-Claude à Sénarpont et Saint-Va à Warel, qui sont des saints guérisseurs et dont les pouvoirs sont reconnus par beaucoup d'habitants du canton. Même des gens extérieurs au canton viennent y amener leurs enfants. On dit qu'un saint nommé Saint-Vaast veille sur cette chapelle et qu'il est doté d'un étrange pouvoir. Il pourrait provoquer les premiers pas d'un bébé. Jadis, la tradition voulait que l'on amène auprès de la statue du saint les enfants qui étaient sur le point de marcher. Les parents glissaient un pied du bambin dans le sabot posé sur la main de la statue. Puis, la famille repartait en laissant l'une des chaussures de l'enfant et un peu d'argent pour l'entretien de la chapelle. Quelques jours après, l'enfant marchait. Souvent, c'était efficace. Moi-même, j'y ai conduit certains, mes 2 premiers enfants. Mon mari y est allé quand il était petit. Il ne s'en rappelle pas, mais ses parents lui ont dit. Ma sœur y a emmené un de ses fils. Mon agent a aussi amené sa fille. Il y a énormément de monde qui conduisait leurs enfants à Saint-Va. Depuis le vol de la statue, la petite chapelle est à l'abandon. Et pourtant, le nombre toujours plus important de souliers d'enfants déposés près des icônes témoigne de la longévité tenace de cette croyance picarde. On sait que la musique adoucit les mœurs, mais elle peut faire mieux. Elle peut accroître les capacités intellectuelles. C'est la conclusion d'une expérience menée en Californie. Alors, on a mesuré le quotient intellectuel de plusieurs étudiants. Certains ont écouté pendant 10 minutes une sonate de Mozart, après quoi leur score intellectuel avait gagné 7 à 9 points, ce qui n'était pas du tout le cas des autres étudiants, eux au contraire plongés dans le plus grand silence. Ce qui tendrait à prouver que la musique peut développer certaines capacités du cerveau. L'expérience va être renouvelée avec d'autres compositeurs de musique classique, mais aussi avec du rock. On vous tiendra au courant des résultats. Pour terminer, vous avez été nombreux à nous demander des précisions sur l'étoile de Noël que vous avez découvert le mois dernier. Alors, la cassette vidéo est en vente partout, dans les grandes surfaces et chez votre marchand préféré. Elle est éditée par la Cité des Sciences et de l'Industrie et par Ecovidéo. Et puis d'autre part, notez sur vos petits plannings, c'est du 24 au 28 janvier qu'à Cavaillon aura lieu le festival Sciences Frontières avec le thème cette année, les frontières de la vie, du 24 au 28 janvier donc. Bonsoir. Bonsoir Marielle, et on se retrouve donc dans un mois, mais partez pas tout de suite, j'ai encore quelques informations à vous donner. D'abord, concernant le reportage que nous avons diffusé dans une dernière émission sur l'abbaye de Mortemer, où il y a notamment cette fontaine miraculeuse qui permet aux jeunes filles de trouver un mari. Vous êtes très nombreux à vouloir vous y rendre. Seulement, vous allez en Seine-Maritime, et il y a un autre Mortemer dans le département de l'Eure. C'est celui-là le bon, dans le département de l'Eure, près de l'Yzeure. Deuxièmement, je voudrais vous dire que TF1, cette année encore, apporte son soutien à l'opération Pièce jaune Soleil. Vous en souvenez peut-être. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de collecter toutes les petites pièces jaunes. Et cette collecte, l'année dernière, a permis de réunir quand même 10 millions de francs, grâce auxquels on a pu financer 114 projets dans 73 hôpitaux de France, afin d'améliorer la vie et l'accueil des enfants à l'hôpital. Alors, du 24 janvier au 29 janvier, vous pouvez apporter vos pièces jaunes dans tous les bureaux de poste de France, du 24 au 29 janvier. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez participer à Mystère 3615, code TF1, et enfin, pour nous communiquer
les histoires extraordinaires dont vous pouvez avoir connaissance. Une seule adresse, vous la voyez sur votre écran, Mystère, boîte postale 20 08 92 518 Boulogne-Cedex. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit et on se retrouve naturellement dans un mois. Bonsoir.